Ilios Kotsou, vous êtes docteur-chercheur en psychologie, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes également chercheur associé au sein de la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique de Grenoble École de Management. Vos travaux ont fait de vous l'un des spécialistes des émotions. Mais ce qui vous motive par-dessus tout, c'est le bien-être et l'épanouissement de chaque être humain. Et pour cela, vous n'hésitez pas à faire se rencontrer science, méditation, psychologie et solidarité. Les titres de vos ouvrages sont d'ailleurs explicites. Éloge de la lucidité, se changer, changer le monde, ou psychologie positive, le bonheur dans tous ses états. Alors si votre prénom grec, Ilios, renvoie au soleil, il y a effectivement quelque chose de solaire, de lumineux dans le visage que j'ai en face de moi. Mais pourtant, nous allons le voir, et merci d'accepter de nous le partager, votre vie n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. Comment pourriez-vous nous aider à comprendre ce qui vous a conduit dans votre propre histoire à vous consacrer avec un tel engagement à l'étude des émotions? Certainement un mélange entre mon histoire de vie et donc les émotions que j'ai vécues, les difficultés au fond, comme beaucoup d'entre nous que j'ai vécu, les accidents de parcours de mon existence, et aussi le fait d'avoir été témoin de personnes qui ont été importantes pour moi, mais qui m'ont démontré à quel point le fait d'être mal avec ses émotions pouvait pourrir une existence. Je me souviens de quelqu'un qui était proche, qui était un ancien commissaire de police, et qui emmenait des jeunes sauter en parachute au-dessus du désert, qui les emmenait plonger en apnée, quelqu'un qui avait un cœur immense, qui avait des connaissances immenses, mais qui avait une vie intérieure tellement dévastée qu'il en est arrivé à mettre fin à ses jours. Et donc, et c'est pas la seule personne. J'ai vu ma mère aussi souffrir de ses émotions sans qu'elle ne m'en parle. Et donc, j'ai vu tellement autour de moi de personnes qui en fait étaient victimes de leur vie intérieure, que c'est une des choses, je pense, en plus de ma vie à moi, qui m'a certainement donné envie après d'aller explorer ce versant-là. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour être en paix ? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être détruit lorsqu'on a peut-être traversé des moments difficiles? Mais comment on fait? Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, heureusement, des gens qui m'ont inspiré. Des gens qui m'ont montré qu'on pouvait traverser ces énormes difficultés de l'existence. Et pourtant, en sortir transformé, pas indemne, j'y crois pas trop, j'y crois de moins en moins d'ailleurs, mais en sortir transformé. Et transformé de manière belle. Alors, Ilios Kotsou, en préparant cette rencontre, j'ai fait des recherches, bien sûr, sur Internet. Alors, on vous entend souvent parler des émotions, de mindfulness aussi, mais on sait peu de choses sur votre propre vie, sur votre propre parcours. Alors moi, j'aimerais aujourd'hui faire connaissance avec vous et en savoir un petit peu plus sur l'histoire de l'homme que vous êtes aujourd'hui, qui parle avec beaucoup de sérénité de la vie, des émotions. Vous êtes né en 1973 d'un père grec et d'une mère allemande. Vous sentez que vous portez en vous cette double culture, bien que vous soyez belge aujourd'hui, alors peut-être triple culture. Alors j'aurais du mal à dire, justement, peut-être à cause de ma vie. J'ai pas de sentiment d'appartenance à nationalité. Je crois que, d'une part, je me sens faire partie de cette grande famille humaine, et j'espère de plus en plus de la famille des terriens et des terriennes. Ça, je le sens profondément. Alors évidemment, lorsque je vais en Grèce ou même en Inde, je me sens chez moi. Donc ce qui est étonnant. Donc peut-être un côté plutôt méridional me parle plus que le côté allemand. Après, toutes les formes de repli identitaire, moi, elles me parlent pas beaucoup. Et peut-être, du fait d'avoir grandi dans un environnement communautaire, mais qui était dirigé par quelqu'un tout à fait sectaire, c'était aussi une forme de repli. Vous avez grandi dans une communauté? Dans une communauté bouddhiste, mais dirigée par quelqu'un qui abusait des personnes, qui était vraiment un personnage pas très recommandable. Beaucoup de choses n'ont été découvertes que très longtemps après. Qui avait été choisi par vos parents? Ma mère, oui. À l'âge de 3 ans, en fait, elle a découvert le bouddhisme, mais cette communauté-là en Grèce. Et puis, la personne qui dirigeait ça l'a envoyé dans le sud de la France. Mon père n'a pas suivi. Et puis, j'ai passé une grande partie de ma vie, en fait, mon enfance et mon adolescence dans les gorges du Verdon. Un endroit, d'ailleurs, où il y a beaucoup d'autres communautés, quelque part complètement coupées du monde. D'ailleurs, jusqu'à mes 17 ans, je crois, j'avais vu qu'une seule émission télévisée, Hubert Reeves, pour le citer, et j'avais vu 2 films, je crois. Donc, le jour où je suis arrivé en Belgique, j'étais je crois, un drôle d'animal pour les gens qui m'ont rencontré. C'est intéressant, vous avez grandi dans une secte, et aujourd'hui, vous êtes un homme très tourné aussi vers la quête spirituelle, vers les maîtres spirituels. Vous auriez pu complètement rejeter. Il y a des gens qui ont grandi dans des sectes et qui ont
envoyer balader tout ce qui pouvait être lien avec une quelconque quête spirituelle. Vous avez pu vous sortir de cette manipulation de secte et quand même continuer à creuser dans une quête spirituelle? Oui, alors j'ai eu un moment où j'étais assez dans le rejet, en fait, de toute forme pas de philosophie, mais en tout cas de religion. Je rentrais dans une église, et en fait, je ne rentrais pas dans une église, je rentrais dans l'endroit où on avait brûlé les sorcières, et ainsi de suite. C'était vraiment plein de stéréotypes, mais c'est mes blessures d'enfance qui m'avaient amené dans un rejet de toute forme, en tout cas de spiritualité organisée. Et je me souviens d'ailleurs d'un jour où, après avoir être revenu sur mes blessures, avoir essayé de comprendre ce que j'avais vécu et fait une forme de paix avec ça. Bon, toujours tout ce qui est trop organisé dans les groupements, voilà, j'ai un peu de sensibilité, mais un jour je suis à Bruxelles dans la rue Neuve, qui est la rue commerçante, et il y avait énormément de bruit, d'agitation, et moi j'aime pas trop ce côté, je crois que c'était le jour des soldes ou quoi. Et puis j'étais là, je m'assieds sur un banc en face de l'église, je savais même pas qu'il y avait une église qui était là. Et puis j'ai fermé mes yeux. Et puis j'ai commencé à écouter sans jugement le bruit du monde, le bruit de la vie. Et l'église a sonné, et je suis rentré dans l'église. Et c'est la première fois de ma vie où je rentrais vraiment dans une église, en fait. Rentrais avec mon âme, sans jugement, sans rien. Il y avait un prêtre, je me souviens juste qu'il était africain, je ne sais pas très bien ce qu'il a dit, mais il y avait une paix incroyable. Et voilà. Et en tout cas, pour moi, c'est le jour où je me souviens de ma réconciliation, en fait, avec le monde dans ce côté-là, en fait, du côté plus spirituel, organisé, on va dire, où j'ai cessé peut-être d'être uniquement mu par mes blessures, et donc j'ai pu m'ouvrir. Et aujourd'hui, j'adore tous les endroits spirituels ou même religieux qui portent souvent quelque chose, qui portent une histoire, qui portent une ambiance, qui portent une possibilité de tranquillité, avec l'autre face, parfois aussi, de l'intolérance, du dogmatisme. Visage, l'expression de l'être. Juste que dessous, vous avez eu une histoire personnelle quand même très dure, notamment au moment de l'adolescence, puisque votre maman est morte d'un cancer, alors que vous aviez quel âge ? 16 ans. 16 ans. Et votre père s'est suicidé 6 mois après la mort de votre maman. Comment on vit ça quand on est un jeune adolescent qui a grandi, comme vous avez grandi, dans une communauté sectaire ? Je pense qu'il y a des millions de manières de vivre, comme nous sommes toutes différentes et différents. Moi, dans mon cas, je crois que en même temps, le choc était tellement fort et tellement grand que ma seule solution, ça a été de faire comme si rien ne m'était arrivé. Donc c'est ce que j'ai fait d'une certaine manière. Au fond, les gens me trouvaient très résilient. Il y avait certainement une partie de ma personnalité, d'ailleurs ma mère qui était une personne très optimiste, qui était là, véridique, authentique. Et puis toute une partie qui était, il m'était impossible en fait de faire face à une douleur, à des fantômes aussi importants. Et donc je les ai laissés loin, enfouis à l'intérieur de moi. Et en même temps, il y avait un prix à payer. Et le prix, je crois, la personne qui en a payé le prix, c'est ma sœur. J'ai une sœur qui est née le même jour, mais 1 an avant moi, et qui aurait eu tellement besoin d'avoir près d'elle quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui puisse écouter ses peines, quelqu'un qui puisse être vraiment là. Ce moment-là, ces moments-là dont vous nous parlez, avec encore beaucoup d'émotions, plus de 30 ans après, ils ont été fondateurs dans ce travail de docteur en psychologie qui s'est spécialisé dans les émotions. Certainement, et juste pour terminer sur ma sœur, évidemment, moi j'étais tellement incapable de prendre soin de ma propre peine, d'y être ouvert, comment aurais-je pu comprendre celle de quelqu'un d'autre? Et je crois, c'est pour répondre à votre question, c'est là aussi un apprentissage, de me rendre compte au fond que prendre soin de sa vie intérieure, ce n'est pas du luxe. Si je ne peux pas prendre soin de la mienne, comment vais-je être en fait un espace ouvert pour accueillir l'autre? Ça me semble impossible, parce que même d'être positif par la suite, j'étais parfois un dictateur de la bonne humeur. Au fond, le fait de ne pas être ouvert aux blessures intérieures me rendait intolérant, peut-être en partie, à celles des autres. C'est intéressant ce que vous dites là, Ilios Kotsou, parce que votre manière de réagir presque froidement à la mort de vos 2 parents, pour certains, ça a été pris comme une grande force intérieure, tout à fait. Une forme de résilience, alors que c'était pas du tout vrai. Au contraire, c'était trop violent pour que vous puissiez exprimer vos émotions. Complètement. Et alors, aujourd'hui, il m'est davantage facile d'ailleurs j'ai beaucoup plus de larmes aujourd'hui dans cette partie de ma vie que j'en ai jamais eu avant, mais elles ne me dérangent pas au fond. Je pense que ça fait partie de l'humanité et que ces larmes me connectent davantage
que tout le reste. Au fond, je crois que c'est davantage par nos fêlures que nous nous connectons à la beauté de la vie et aux autres. Il y a cette phrase de Leonard Cohen qui est tellement belle, qui dit « En chaque chose, il y a une fêlure, en chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. » Et c'est par là qu'entre la lumière. Cette lumière qui nous connecte à la beauté de l'existence, mais qui nous connecte, au fait, à ce qu'il y a de plus fondamental en nous et dans les autres. C'est le lien. Illos Kotsou, qu'est-ce qui a aidé le jeune adolescent de 16 ans qui se retrouve orphelin, qui perd son père, sa mère, dans des conditions aussi douloureuses? Qu'est-ce qui vous a aidé à ce moment-là? Qui vous a aidé? Alors, une partie de ce qui m'a aidé, c'est la conviction. Je crois que je l'ai reçu de ma mère, de l'environnement, malgré les difficultés, la conviction que dans la vie, il y a quelque chose de bon, fondamentalement. Alors, aujourd'hui, j'aime bien cette distinction que j'ai entendue chez Henri Gougaud entre la vie et le monde. Pour moi, le monde, il est plein d'imperfections. Les discours que j'appellerais, c'est peut-être un peu de jugement, pseudo-spirituel, qui disent tout est parfait, moi je n'y adhère pas vraiment. Il y a dans nos rues des femmes avec des enfants, des gens qui n'ont pas à manger, ainsi de suite. Comment peut-on dire pour moi que c'est parfait? Ça me semble insupportable. C'est le monde pour lequel, heureusement, il y a tant de femmes et d'hommes qui luttent pour le changer de toute leur force. Mais à côté de ça, il y a la vie. Et la vie, c'est ce fait d'exister, de pouvoir d'entendre le chant de l'oiseau, d'entendre aujourd'hui le tapotement de la pluie sur le toit, et ça, c'est extraordinaire. Et donc, cette conviction profonde que j'avais que la vie est quelque chose de bon, de fondamentalement bon, c'est quelque chose sur lequel j'ai pu m'appuyer. Ça, vous l'aviez en vous ou quelqu'un vous l'a transmis? Je ne saurais pas vraiment le dire. Je pense que je l'avais en moi. Comment c'est une reconstruction? Je pense que, en tout cas, je lis ça aussi à ma mère. Voilà, à côté de tout ce que j'ai hérité comme blessure, j'ai aussi, reçu ça qui est quelque chose qui n'a pas de prix, en fait. Je crois que, à côté de tout le reste, ça n'a pas de prix, ce socle fondamental. Et puis, dans le côté plus concret, il y a un médecin que j'ai retrouvé en Belgique, en arrivant en Belgique adolescent, et qui, lui, je le rencontrais tous les mois. Il prenait un livre dans sa bibliothèque, un livre sur Milton Erickson, sur d'autres. Il me donnait le livre, puis je revenais le voir. Il ouvrait une bouteille de vin rouge. Pour ça, je bois uniquement du vin, et très 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 rarement en souvenir de cette amitié profonde. Et puis on belle parlait... association, hein, livre et vin. Ça fait penser à certaines choses. Et puis on en parlait, et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'il me parlait comme à un égal. Et donc il n'avait rien besoin de dire de particulier, mais il avait cru en moi bien avant que j'y croie moi. Et donc ça m'avait, cette amitié, cette ouverture, cette confiance en fait, il m'avait fait confiance en fait. Et donc en me faisant tout à fait confiance, il m'avait donné confiance. Et c'est quelqu'un de fondamental, je lui dois beaucoup. Vous êtes parti voyager, c'est à cette époque, c'est après la mort de vos parents que vous avez beaucoup voyagé? Alors j'ai voyagé à différents moments, pour différentes raisons. J'avais été marqué par ce qu'on appelle l'école de Palo Alto, qui est un mouvement conceptuel dont on connaît certaines personnes comme Paul Václavic et d'autres. Et là-dedans, il y avait un médecin, un psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson et qui a fondé l'hypnose ericksonienne, et quelqu'un qui m'a marqué profondément. Je ne l'ai jamais rencontré, il est mort dans les années 80. Mais c'était quelqu'un qui avait, la plus grande partie de sa vie, était en chaise roulante à cause de la polio, qui était amusique, qui était daltonien, et qui pourtant avait mis sa vie au service des autres de manière joyeuse, ce que j'en avais perçu. Et il soignait en racontant des histoires. Et c'était un peu mon mentor intérieur, en fait. J'étais guidé par cette personnalité bienveillante, chaleureuse, et qui avait pu faire de ses handicaps, d'une certaine manière, des forces, mais non pas dans une forme d'idéologie très américaine. Malgré son handicap, il a grimpé l'Himalaya à la force de ses dents. C'était pas ça. C'était avec tout ce qu'il avait, avec toutes ses fêlures. Il a pu transmettre beaucoup de lumière autour de lui. C'était ça l'image d'Erickson. Et donc, vous l'avez découvert à travers les livres? À travers les livres et à travers ce médecin. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai été en Californie, faire un voyage à Palo Alto, en essayant de retrouver ce centre de recherche. C'était pas du tout comme dans les bouquins. Mais c'était, chaque fois, les voyages ont été transformateurs, de rencontres, en fait. Je pense que vraiment le fil de la vie, ce sont des rencontres. Et moi à un moment, j'ai cru. Et j'en avais besoin, que tout le monde peut s'en sortir grâce à sa force intérieure et à l'américaine, vraiment. Et on sort d'une situation difficile, et grâce à ce potentiel qu'on peut développer, tout à coup, ce qu'on entend beaucoup sort. Dans le développement personnel aujourd'hui. Honnêtement, ça m'a servi, mais moi je n'y crois plus trop. Ce à quoi je crois, c'est que sans toutes les mains tendues, je n'aurais été nulle part, en fait, évidemment. Et en même temps, il fallait bien que je tende ma main aussi,
pour être accueilli dans les bras de quelqu'un, il faut bien oser tendre la main. Oser tendre la main, oser se montrer vulnérable, oser demander, parfois oser accepter. Donc oui, il y a cette forme de co-responsabilité, mais j'ai pas d'illusion là-dessus. Sans les bras, sans les mains tendues, rien n'est possible pour moi. Et donc cette idée du développement personnel très individualiste, où on pourrait, à sa seule force intérieure, traverser toutes les difficultés, en tout cas personnellement, elle ne me parle pas du tout, plus du tout. Ilios Kotsou, vous êtes devenu docteur en psychologie, donc vous avez fait des études à Louvain-la-Neuve en psychologie. Vous êtes orienté très vite vers l'étude des émotions. Ça s'est fait peu à peu, vous l'avez découvert au cours de vos études. À nouveau, par plein d'accidents, ça s'est fait il y a beaucoup plus longtemps. Donc d'abord, j'étais autodidacte en fait, et donc je me suis intéressé à un tas de méthodes qui existaient, comme la PNL, l'hypnose ericksonienne et beaucoup d'autres. Et en allant suivre des stages et des cours, et à mes débuts, en faisant les adresses, en collant des enveloppes pour les personnes qui animaient les stages, j'avais pas de moyens, et donc je faisais des échanges. Puis j'ai voyagé, j'ai suivi d'autres cours, et je me suis intéressé au stress d'étudiants que j'ai conseillé. Puis j'ai conseillé des sportifs, certains d'un très bon niveau, comme un boxeur pour lequel j'étais dans un championnat du monde avec 60 000 personnes dans un stade en Afrique. Ça reste un souvenir très chaleureux, un très beau souvenir. Et après avoir bourlingué, notamment pour Médecins sans frontières, où j'étais au Sierra Leone, j'étais aux Philippines. Là, vous aidiez à la gestion des conflits et des émotions au sein de Médecins sans frontières. Ouais. Mais je n'avais toujours aucun diplôme, je n'avais même pas le bac. Donc, pourtant, et je ne le prétendais pas, mais j'avais un certain nombre de compétences. Et je pense que j'ai eu de la chance aussi. Les personnes de Médecins sans frontières, elles, ce qu'elles attendaient, c'était des compétences opérationnelles. Personnes qui vivent dans des situations très difficiles. Et donc, c'était pas mes diplômes qui les intéressaient. Et donc voilà, encore des mains qui se sont tendues. Et donc après avoir fait tout ça, j'avais au fond de moi toujours un intérêt pour comprendre l'humain et ce qui se passe à l'intérieur aussi. Qu'est-ce qui fait que nos émotions, on peut mieux les apprivoiser ou pas? Qu'est-ce qui fait que telle personne traverse les difficultés de la vie ou pas? Quels sont les processus en nous? Et donc je lisais beaucoup. Et ma compagne m'a encouragé à passer un examen qui m'a permis d'entrer à l'université. Donc je suis rentré à l'université avec cet examen-là. Et puis voilà, j'ai fait un master et après un doctorat que j'ai défendu à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, c'est intéressant dans votre parcours, Ilios Kotsou, c'est que finalement, vous avez cherché à vous construire, à vous reconstruire après les drames que vous avez connus. Et en même temps, c'est à travers ce travail personnel de reconstruction que vous avez décidé de vous tourner vers les autres pour les aider à se reconstruire. Complètement. Et je crois, avec le regard d'aujourd'hui, qu'une partie de mon élan à construire les autres, à mes débuts, avec les étudiants stressés, était certainement due aussi à une manière de me sauver moi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, ma manière d'être aux autres est plus équilibrée qu'elle ne l'était avant.
Elle est certainement encore teintée de mon passé, avec ce qu'il y a de beau et de difficile, mais elle est plus équilibrée. Parce que je ne le fais peut-être plus tant que pour me sauver seulement moi, mais aussi de me rendre compte, de toute façon, je crois que c'est une réalité, c'est que les autres et moi, nous sommes liés. Et il y a un prêtre spécialiste de Rembrandt qui avait eu cette phrase magnifique: il faut misère pour avoir cœur. Il faut misère pour avoir cœur. Pensez qu'il faut peut-être passer par des grandes souffrances comme ça pour être plus sensible et peut-être pouvoir mieux aider les autres? Je crois, si je sais répondre honnêtement ce que je pense, en tout cas, je pense pas qu'il faut, et je n'aimerais pas trop cette idée qu'il le faudrait, parce que ça serait un peu doloriste. Par contre, force est de constater que, pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas s'il faut, mais c'est en traversant les tempêtes qu'on ouvre son cœur. Et c'est en ouvrant son cœur qu'on peut l'ouvrir aux autres. Et donc, et puis les études scientifiques disent la même chose. Je pense à une étude qui avait comparé plusieurs milliers de personnes en fonction des difficultés vécues. Donc, il y avait 3 catégories. C'est les personnes qui n'avaient vécu aucune difficulté, qui en avaient vécu un certain nombre, et celles qui en avaient vécu beaucoup, et donc trop. Et on voyait que les personnes qui avaient vécu trop de difficultés avaient été cassées par la vie, avaient un niveau de mal-être important et peu de joie. Par contre, le grand étonnement était de constater que celles qui n'avaient vécu aucune difficulté allait aussi mal. Et donc le fait d'avoir vécu certaines choses, je pense, nous ouvre, nous nourrit, change le regard, nous permet de nous connecter différemment à la vie. Et peut-être aussi d'avoir un cœur avec davantage de gratitude, possiblement. De nous rendre compte des bienfaits, des privilèges, des bienfaits, et donc de savourer la vie avec davantage de joie et d'intensité. Quand vous avez voyagé et travaillé pour Médecins sans frontières, pour aider des personnes à gérer les traumatismes, qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel dans ce contact avec des personnes africaines, des personnes asiatiques qui étaient passées par des grandes souffrances? Alors déjà, quelque chose que notre humanité est vraiment commune, c'est que je pouvais retrouver très bizarrement quelque chose un lien de cœur, je pourrais dire, ça paraît peut-être naïf, mais avec un Africain, un Philippin, et ainsi de suite, sans même bien parler la même langue. J'ai trouvé aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est la joie, et une joie véritable, qui n'enlève pas les douleurs, mais dans un camp de réfugiés à Mani, les enfants, à Mindanao, qui était une île aux Philippines, et les enfants des Philippines, oui. Les enfants qui courent et qui s'amusent, et une joie incroyable qui était là, en fait, malgré les difficultés. De voir aussi, dans les équipes locales et internationales de gens, ce souci de l'autre. Il y a une petite expression italienne que j'adore, qui dit « ti voglio bene », je te veux du bien. Moi, il n'y a rien qui m'émeut plus que de voir ça dans la simplicité, en fait, de tous ces petits actes et grands actes parfois. Et donc, il y avait quelque chose là. Mais après aussi, la douleur du monde. Je me souviens à Mani, justement, un projet de Médecins sans frontières, c'était un cimetière où vivaient des enfants, ados et plus petits, avec énormément de violence et ces enfants qui, à 7 ans, sniffaient des pots de colle pour pouvoir survivre. C'est terrible, en fait, terrible. Et de me dire que dans nos sociétés tellement riches, où nous-mêmes, chez nous, on ne prend pas encore soin de nos réfugiés, des réfugiés qui sont dans nos rues, des femmes et des hommes humains comme moi, et de voir un enfant. Aujourd'hui, on a une fille qui a 7 ans, et à chaque fois, je pense à ça. Et pour moi, il n'y a pas de... c'est positif pour moi de penser à ça. Ça m'ouvre le cœur de me rappeler continuellement que nous sommes une humanité. Et donc, ça a été quand même très marquant, voilà. En même temps de voir la douleur, en même temps de voir la joie, en même temps de voir ce qu'il était possible de faire. Alors, sans tomber dans la caricature, ils sont pauvres mais ils sont heureux, nous sommes riches et nous sommes tristes. Je suis quand même très questionné par le fait que beaucoup de personnes en Occident qui vivent dans des conditions assez extraordinaires comparées à celles d'Africains ou d'Asiatiques ont un vrai mal-être intérieur. Et vous en côtoyez beaucoup dans les personnes que vous rencontrez, dans les formations que vous donnez. Comment expliquer cela ? Que vous pouvez rencontrer dans des pays pauvres des gens qui ont une forme de joie, pour prendre ce mot-là, qui s'expriment par le rire, par la danse, par l'accueil, l'hospitalité, et que dans nos sociétés riches, matérielles, il y a autant de souffrance et de mal-être. Si je le savais, je le dirais. Alors ce qui me vient juste, c'est un des éléments là, et la science va dans ce sens-là, ce sont les liens. C'est dans beaucoup de sociétés, quand on voit la déconnexion entre la joie et le bien-être matériel, on voit que ce qui explique bien souvent ça, c'est qu'il reste des liens sociaux très forts. Et donc lorsque nous sommes en lien avec les autres, la joie peut surgir aussi. Donc je pense que c'est un premier élément.
Et je crois que c'est lié aussi au sens de l'existence. Peut-être que dans nos sociétés à nous, nous vivons une forme de vide existentielle, où quand le monde paraît n'avoir plus aucun sens, comment peut-on se connecter à la joie? J'allais dire, la joie, elle est toujours là, potentiellement. Ça me fait penser à Viktor Frankl, cet extraordinaire personnage, ce psychiatre juif autrichien qui est passé par les camps et qui a vu aussi quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, sans l'avoir connu, qui a appris que ses parents avaient été assassinés, sa femme aussi, qui en sortant de là, arrive à mettre sa vie au service des autres, et l'impression que ça m'a donné, en tout cas, d'avoir lu ses livres de manière joyeuse, malgré ça. Et donc, il parlait de ça, de cette possibilité que nous avons à trouver du sens. Et il disait dans les 3 grandes options, en tout cas que j'ai retenues, l'une c'était évidemment l'amour, les liens, comment dans nos liens avec les autres on trouve le sens. Une autre c'était comment dans notre vie au quotidien nous pouvons œuvrer, quelle que soit notre fonction entre guillemets dans la société. Puis la 3e c'est comment nous faisons face avec dignité à quelque chose auquel on ne peut pas échapper, que ce soit la mort d'un proche, que ce soit une situation difficile. Et donc voilà. C'est une des explications, en tout cas, pour moi, le sens et les liens de cette joie que l'on voit, incroyable, mais qui ne doit pas masquer des conditions de vie terribles et nos responsabilités dans les endroits où nous avons tellement de moyens de contribuer à ces personnes qui sont en fait nos frères et nos sœurs. Moi, je suis toujours frappé que ça paraisse naïf de dire ça, mais comment peut-on justifier? Alors là, je pensais aux réfugiés dans les parcs à Bruxelles, et heureusement à ce mouvement incroyable en Belgique où des citoyens les hébergent chez eux. Donc c'est merveilleux, ça existe. Mais comment peut-on ne pas se rendre compte que cette femme, cet enfant, cet homme, dans la réalité, c'est un accident de la vie qui fait que ce n'est pas mon frère de sang. C'est un accident de la vie qui fait, il n'a pas le bon papier, mais... Et donc c'est pas une question morale pour moi dans le sens, tu devrais faire quelque chose. Si c'est mon frère et ma sœur, comment est-ce que je peux le laisser là? Visage, RCF. Iusz Kotsou, dans vos conférences, on sent que vous tenez toujours étroitement la dimension scientifique, les recherches qui sont faites aujourd'hui, notamment en neurosciences et sur le cerveau. Et puis, il y a une dimension spirituelle,
déconnectée de toute tradition religieuse, mais une vraie quête spirituelle. C'est important pour vous de tenir les deux, c'est-à-dire à la fois les travaux scientifiques et puis une ouverture à une transcendance? Oui, et à nouveau, certainement à cause de mon histoire, d'avoir vécu ce que j'ai vécu, le fait d'avoir de la science par rapport à la méditation me dit, tiens, je peux réexplorer quelque chose, c'est comme une permission, sans tomber dans le dogmatisme et ainsi de suite. Il y avait certainement de ça. Et puis dans un monde du développement personnel où on trouve de tout, des allumés dans le sens beau du terme, mais aussi dans les sens un peu moins reluisants, des gens qui manipulent, et ainsi de suite. Et donc la science, ce n'est pas la vérité, bien sûr, mais elle permet peut-être de déblayer un peu, de pouvoir mettre les choses en perspective. C'est pour ça que vous entendez bien avec Mathieu Ricard, qui lui aussi tout à fait. pratique la méditation et travaille avec des neuroscientifiques. Et Mathieu Ricard adore avoir des conversations scientifiques, il a énormément de connaissances, il lit beaucoup de sciences. Et en même temps, dans la méditation, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a là une forme de science à la première personne. Et donc, dans le sens noble de la science, qui est quoi? On va s'arrêter, on va observer l'expérience, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a une invitation à être en même temps le laboratoire, c'est nous le laboratoire de notre vie intérieure. L'expérience se passe dans ce laboratoire, nous sommes en même temps l'expérimentatrice et l'expérimentateur, et nous pouvons être le creuset de la découverte. Et donc, lorsqu'on pense à cette science à la première personne, en nous, il n'y a plus d'opposition alors, et je pense que nous avons tant besoin d'une science à la troisième personne objective, que de se rendre compte que nous ne pourrons jamais réduire, j'ai l'impression, l'expérience d'une vie, d'un homme, d'une femme, à un scanner. Ça n'a aucun sens, en fait. Et les deux sont importants, coexistent, mais ne peuvent être réduits l'un à l'autre. Et avec le temps, les mystiques me parlent beaucoup aussi, parce que c'est ce que mes amis avaient parfois du mal à comprendre. Comment peux-tu être aussi parfois carré sur la science et aimer les mystiques? Mais pour moi, une ou un mystique, c'est quelqu'un qui fait part de son expérience, qui n'essaie pas de convaincre, qui n'est pas dogmatique, mais qui a fait une expérience profonde et qui le partage. Comme les scientifiques. En fait, leurs connaissances sont basées sur les expériences. Exactement. À part que là, elle est intérieure. Et ce qui m'a toujours touché profondément, c'est que je sois en Inde, ou en Afrique, ou ici, en France, les mystiques de traditions différentes, au fond, me parlaient de la même chose. En tout cas, moi, j'entendais la même chose, avec des mots différents, mais j'y retrouvais un goût commun. Et je trouvais ça tellement beau, de me dire, tiens, il y a un goût commun dans cette expérience culturellement habillée tellement différemment. C'est intéressant que vous ayez encore ce regard bienveillant sur les traditions mystiques, alors que vous et vos parents ont été manipulés par un faux gourou, un faux maître spirituel. Je trouve ça très beau et très fort que vous soyez capable d'avoir pris de la distance par rapport à ce qui peut être complètement faux et mortifère dans des enseignements spirituels manipulés, et faire la distinction avec la mystique des grandes traditions. Et ça m'a pointé l'importance, j'ai l'impression, de l'expérience réelle. J'ai vu tellement de personnes dans ces groupements-là qui en fait avaient une croyance, mais la croyance juste croyaient aveuglément ce qu'on leur disait, étaient capables pour finir d'avoir des comportements complètement contradictoires avec les valeurs qui étaient promues là, qui ont fait souffrir leurs enfants, souffrir d'autres, et ces pauvres personnes parce qu'elles ont été manipulées. Donc ça me touche même en pensant à elles. Alors que si je crois, on peut vraiment se centrer sur l'expérience de manière honnête. Bien sûr, je peux aussi me tromper, mais c'est tellement différent. Mais pour moi, une expérience spirituelle, c'est aussi tout simplement être ému du chant de l'oiseau en face de chez moi, du vent dans les branches, du sourire d'une personne qui traverse la rue. Il y a vraiment quelque chose qui parfois me donne les larmes aux yeux. Je sais que c'est très naïf, mais je suis touché par la beauté du monde très régulièrement, la beauté de la vie, sans qu'il y ait besoin d'un cadre particulier pour la théoriser. Ilios Koutsos, je suis heureux d'avoir en face de moi un spécialiste des émotions, un docteur en psychologie spécialiste des émotions, parce que j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre un petit peu ces émotions, parce que nous sommes tous traversés par des émotions positives, comme vous venez de nous dire, en regardant un oiseau, en écoutant le chant d'un oiseau, en regardant une montagne, en écoutant une musique de Bach, on peut avoir des émotions merveilleuses, et puis on est aussi traversé par beaucoup d'émotions négatives, qui nous font souffrir, qui peuvent nous faire terriblement souffrir, et peuvent même conduire jusqu'au suicide, on en a parlé. D'où viennent ces émotions? La question est énorme. D'où viennent-elles? Et je devrais y répondre. Alors, ça dépend toujours d'où on se place. Si on se place du côté scientifique, on dirait nous sommes équipés d'un système très très perfectionné de détection
des dangers de l'environnement et qui prépare nos comportements. Et donc la peur peut préparer la fuite ou préparer une attaque, ainsi de suite. En même temps, ce système, si on peut l'appeler comme ça, qui va changer tout le reste d'ailleurs, va changer notre attention, va changer tout, nous permet aussi d'entrer en relation avec les autres. C'est-à-dire que je peux ressentir ce que quelqu'un en face de moi ressent. Et donc je peux rentrer dans un lien d'intimité réel avec quelqu'un. Ce système va marquer l'importance. Et donc, qu'est-ce que j'ai retenu de ma vie, sinon ce que j'ai vécu profondément dans ma chair et donc mes émotions. Et je pense que c'est Maya Angelou qui disait « À notre mort, nos proches ne se souviendront pas de ce qu'on a dit, même pas de ce qu'on a fait. Ils se souviendront de ce qu'ils auront vécu avec nous. » Et donc c'est ça les émotions. Si je vous demandais à vous, à quelqu'un, de nos enseignantes et enseignants, de qui nous rappelons-nous ? N'est-ce pas des personnes avec lesquelles nous avons vécu quelque chose au niveau émotionnel? Et donc, les émotions sont des facteurs d'apprentissage, pour le meilleur et pour le pire. Et qu'est-ce que le stress post-traumatique, pour prendre un exemple de douleur dont vous parlez, qu'un apprentissage très difficile duquel on ne peut pas se débarrasser. C'est le système d'alarme qui devient fou et qui s'allume encore et encore à n'importe quel moment. Et si je vous pose cette question, Ilios Kotsous, c'est que je me demande s'il y a un parallèle entre les émotions et la pensée. Quand on fait des expériences de méditation, on se rend vite compte que ce que l'on croit être nos pensées, ces pensées-là viennent d'elles-mêmes. Ça pense, comme disent beaucoup de maîtres spirituels. Nous croyons que nous pensons, mais si nous voulons arrêter de penser, nous nous rendons compte que nous sommes incapables d'arrêter de penser, que ça pense. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre les pensées et les émotions ? Si, c'est que nos émotions, elles arrivent. Nous n'avons pas de contrôle dessus. Nous pouvons choisir la relation que nous avons avec elles, apaisée ou compliquée. Nous pouvons choisir de les ignorer, ce qui ne marche pas très bien, parce c'est Van Gogh qui disait « N'oubliez pas que ces petites émotions sont les grands capitaines de nos vies, et qu'à celles-là, nous obéissons sans le savoir. » Et il était bien placé pour en parler. Alors, ce qu'il y a que les émotions, je pense c'est important de dire qu'elles sont utiles. Elles sont un peu comme, d'une part, une boussole, puisqu'elles nous renseignent. Est-ce que tu es sur le bon chemin ? Est-ce que tu marches en cohérence avec ce qui est important pour toi ? Est-ce que tu prends soin de l'essentiel ? Donc, c'est important de les écouter. Donc, vous dites qu'il faut prendre soin de nos émotions, y compris les émotions négatives. Qu'est-ce que c'est que prendre soin de nos émotions ? Je pense que si on prend l'exemple de la boussole, c'est essentiel. Si l'émotion négative, elle est comme un indicateur qui nous dit tu n'es pas sur la bonne voie ou tu ne prends pas soin de l'essentiel. Si je prends mon marteau pour écraser l'indicateur, ça ne change pas la situation. C'est un peu comme si, au moment où à l'époque, on disait que dans la Grèce antique, on mettait à mort le porteur de mauvaises nouvelles. C'est pas vraiment utile. La seule chose qui arrive, c'est qu'on n'apporte plus les mauvaises nouvelles, mais l'armée des Perses est quand même aux portes d'Athènes. Ça ne sert à rien. Mais nous sommes habitués à ça, à vouloir tout contrôler dans le monde extérieur et aussi contrôler le monde intérieur. Alors que l'idée d'apprivoiser, c'est de se dire, bien sûr que nos émotions, comme l'anxiété, la tristesse, nous font souffrir, elles sont désagréables, mais elles nous parlent quand même de quelque chose, elles font partie de notre humanité. Et donc, l'invitation, ça serait de se réconcilier avec sa vie intérieure et être capable, en tout cas, c'est le chemin que j'essaie d'emprunter, de faire ma vie avec mes émotions et cesser de rêver qu'elle va commencer quand je me serai enfin débarrassé de quelque chose. Et là, il y a des méthodes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir apprivoiser nos émotions et surtout pas les plus bénéfiques, parce que celles-ci, on n'a pas de problème, au contraire, on les accueille. Mais celles qui sont la peur, la colère, la jalousie. Alors, il est important de se rendre compte que ce n'est pas lorsque l'océan est en tempête que l'on apprend à nager. Et certaines et certains parmi nous, il est important d'aller voir un médecin, d'aller voir un psychologue, d'aller voir quelqu'un qui peut nous aider lorsqu'on est vraiment dépassé. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Lorsque j'ai une jambe cassée, je n'ai pas honte d'aller voir un médecin qui va m'aider et qui va me mettre un plâtre. Donc, même chose pour les blessures à l'âme. Ceci dit, celles d'entre nous qui ne vont pas trop mal, ça vaut la peine dans ces moments-là de prendre le temps d'apprivoiser notre vie intérieure. Il n'y a pas une seule méthode, évidemment. La méditation est une des manières. Je me dépose dans ma vie intérieure, je commence à regarder ce qui se passe, je fais le lien entre mes sentiments, entre mes pensées, entre mes comportements, et je commence à comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Donc observer ces émotions déjà, prendre une distance par rapport à ces émotions en les observant. Et contrairement peut-être aux pensées, où je pense que c'est intéressant de se dire, tiens, à distance, elles apparaissent, ce ne sont que des pensées, je dirais les émotions, en prendre soin.
un peu comme s'ils étaient nos propres enfants blessés que nous avions abandonnés, et pouvoir prendre soin de nos tristesses. C'est-à-dire, ça paraît un peu paradoxal, c'est plutôt que d'avoir une relation. Vous savez, nos émotions, c'est déjà l'indicateur de quelque chose qui ne va pas souvent dans le monde extérieur. Je suis triste à cause de la perte. Et donc, si en plus de ça, je me mets en colère contre ma propre tristesse, ça va rajouter une couche de difficulté. Donc, voilà, la tristesse est là. Est-ce que je peux la regarder? Et est-ce que je peux bercer mes propres douleurs? J'aime beaucoup cette expression. C'est identifier ce qu'il y a de douloureux en moi et d'en prendre soin, de bercer cela, sans imaginer que ça le fera disparaître. Mais ça me demande d'oublier mes illusions d'une vie qui serait exempte de douleur, de tristesse, d'anxiété. Qu'est-ce qui a fait que l'adolescent de 16 ans que vous étiez, Ilios Kouzou, qui perd son père, qui perd sa mère, et qui, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ne laisse jaillir aucune émotion, a pu, plus tard, à l'âge adulte, accueillir ses émotions et vivre avec? Puisqu'elles sont encore là. On l'a vu tout à l'heure, l'émotion était encore là. Pour toute ma vie, elles seront là. À nouveau, je crois, les rencontres, les bras tendus, les permissions que m'ont donné d'autres personnes, parce que quand quelqu'un d'autre accueille ce qui est présent chez moi, que moi je ne peux pas accueillir, c'est tout à coup comme l'autorisation qui m'est donnée. Tu peux pleurer, voilà, tu peux être triste. Tu peux être triste. Alors, la rencontre de ma compagne, il y a 16-17 ans, c'était en 2004, donc je suis pas très bon pour les dates. Ça a encore été quelque chose d'important, avec sa grande générosité, tournée vers l'extérieur aussi, parce que c'est elle qui m'a ouvert aussi beaucoup à l'engagement, mais aussi sa grande générosité envers moi. Et donc ça a été un grand facteur de stabilisation, on va dire, pour moi. Beaucoup plus récemment, la naissance de notre fille, il y a 7 ans encore, une ouverture, et donc... Les autres, toujours. Oui. Je trouve que c'est très paradoxal. Je ris en pensant à moi, plus jeune, qui pensait que je m'en étais sorti grâce à moi. Et puis quand je regarde aujourd'hui, c'est toujours par ces rencontres, les autres, l'inspiration, le lien, que tout se fait. Ilios Kouzou, aujourd'hui, il y a vraiment un courant de développement personnel, une mode du développement personnel, et on a l'impression qu'il y a le meilleur et le pire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont soit fascinés par ce développement personnel, et puis d'autres qui rejettent globalement ce développement personnel en disant c'est encore une grande fumisterie, c'est une forme de manipulation, il y a un business derrière et tout. Quel est votre regard, vous, sur ce phénomène du développement personnel que vous connaissez bien, vous y participez, vous participez à des sessions avec beaucoup de gens très connus dans ce domaine-là? Je dirais, les deux côtés que vous pointez existent. J'ai l'impression, je me demande comment on peut remettre en question toute la connaissance de soi. D'ailleurs, je vois mal pour moi comment vivre sans connaissance de soi. Et même si on ne s'intéresse pas à ça, mais si on s'intéresse à la philosophie, comment pourrait-on savoir que notre pensée est libre et pas juste croire mes propres croyances, à les prendre pour des vérités, si je n'ai pas un chemin, quel qu'il soit, bien sûr, de connaissance de soi. Et donc je pense que le développement personnel, en tant que chemin de connaissance de soi et d'ouverture aux autres, me paraît essentiel. Et même pour des choses toutes simples. Comment mieux apprendre à rentrer en lien avec moi-même et mes émotions pour mieux rentrer en relation avec les autres? N'est-ce pas essentiel? Je peux penser à la communication non violente, à d'autres choses. Ce sont des choses belles et simples et tellement utiles. C'est pour ça que vous faites une distinction entre la psychologie positive et la pensée positive. Oui, vous pouvez expliquer ça? Alors, et à nouveau, sans mettre tout dans le même sac, ce que j'appelle psychologie positive, comme mes amis Rebecca Shankland, Christophe, André, et ainsi de suite, c'est un courant scientifique, même s'il se base aussi sur la philosophie. Déjà, au temps d'Aristote, on disait que le bonheur est le souverain bien, donc on ne l'a pas inventé, mais qui vise à quoi? À identifier chez nous quelles sont nos qualités, nos forces, et ainsi de suite, mais l'identifier aussi dans nos groupes et dans nos sociétés, et comment nous pouvons construire un monde meilleur en se basant sur ce qu'il y a déjà de beau, de bon et de juste. Voilà. C'est très concret et basé sur de la science. Ce que j'appelle pensée positive du côté plus négatif, c'est une forme d'idéologie qui consisterait à nous faire croire que nous pouvons tout contrôler, que tout ce qui nous arrive, nous en sommes coupables parce qu'on a pensé trop négativement, et donc on aurait attiré magiquement à nous tous nos malheurs, et qu'on pourrait comme ça, d'un coup de baguette magique, non seulement tout transformer et attirer à nous, dans le monde, tout ce que nous désirons, mais voilà, comme si le monde était un grand supermarché. Il y a une forme de dictature du bonheur, je le mets entre guillemets. Aujourd'hui, il y a tout un courant qui dit mais si vous n'êtes pas heureux, c'est que vous êtes passé complètement à côté de votre vie. Toute personne réalisée doit être sereine et dans le bonheur absolu. Vous n'y croyez pas?
Non. Et vous enseignez l'inverse. Mais j'y crois pas du tout, même si on m'a appelé Monsieur Bonheur, j'y crois pas, puisque bien sûr, la joie, cette joie intérieure, on peut y avoir accès. Mais on vit dans un monde qui est plein d'accidents, de douleurs et de souffrances, et donc un espèce de bonheur stable tout le temps, en toutes circonstances, en tout cas lié à l'extérieur, ça n'existe pas. Et puis notre société consumériste, c'est logique, elle s'empare de tout, mais il n'y a pas à critiquer plus la question du développement personnel que le reste. Notre monde consumériste s'empare de tout ce qui fonctionne, en fait un produit, va le vendre, et il y a toutes ces déviances. À côté de ça, il y a bien sûr des personnes qui vont l'utiliser pour en manipuler d'autres, pour gagner de l'argent aux dépens d'autres, mais pour moi, ce n'est pas spécifique au développement personnel, en fait. Ça n'en fait pas une particularité. C'est spécifique à notre culture de consommation. Et voilà, c'est comment ne pas tomber dans ces pièges, ces miroirs aux alouettes qui nous servent des solutions toutes faites en 50 recettes, tu seras définitivement heureuse et heureux. Ça ne marche pas. Et quand bien ça marcherait, ça fonctionne très bien pour les gens qui n'en ont pas besoin. Mais en quoi elle est dangereuse, cette théorie du bonheur absolu? En quoi elle peut, quelque part, manipuler les gens qui rentrent dans cette voie-là? Alors elle peut être dangereuse, même si c'est pas si grave, parce qu'elle nous vend des fausses solutions. Et donc, elle ne pourrait nous faire croire, donc on s'engage sur un mauvais chemin et on perd son temps quelque part. Et puis en plus, en s'engageant sur un mauvais chemin, on ne va pas prendre soin de ce qui nous rendrait authentiquement heureux. On oubliera de prendre soin des liens, de prendre soin des autres, de prendre soin du sens de son existence, qui sont des chemins plus authentiques, qui sont importants pour nous, dans ce sens-là. Et puis, c'est au risque d'être manipulé aussi, et de la culpabilisation. Je crois que quand on rend quelqu'un totalement coupable, responsable mais coupable de ce qui lui arrive, vous imaginez, je pense aux amis qui souffrent, qui sont décédés du cancer, de faire croire à quelqu'un qui vit une maladie, qu'il en est ou elle en est coupable parce qu'elle aurait pensé trop négativement. C'est terrible, en fait. Quel poids est-ce qu'on rajoute sur quelqu'un? Moi, je crois personnellement et c'est personnel, que les malheurs arrivent, en fait. C'est comme ça, et que si vous vous sentez triste, bien, est-ce qu'il faut absolument tout psychologiser ou y trouver des raisons, ou simplement pouvoir constater, vous êtes triste, et puis après, est-ce que ça peut être accueilli? Puis est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses à changer dans la vie? Bien sûr. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Ilos Kotsou, en vous lisant, en vous écoutant dans vos conférences, j'ai toujours été très frappé par le fait que vous invitez ceux qui vous écoutent à une vraie transformation personnelle grâce à la pratique de la pleine conscience, grâce à la gestion des émotions, mais en même temps, vous insistez toujours sur le fait de ne pas être nombriliste, mais d'aller vous engager vers la solidarité, l'altruisme, c'est ce que vous faites notamment avec votre association Émergence. Alors, j'aimerais que vous développiez cette pensée. Pourquoi il vous semble fondamental d'associer les deux, travail personnel et altruisme? J'ai l'impression que ça réconcilie ces grandes figures de la méditante et de la militante, c'est important. Mais ça réconcilie aussi science et spiritualité. Ça montre que ces deux dimensions ne sont vraiment pas opposées. Déjà, je fais partie du monde, et donc
prendre soin de moi, me connaître, c'est connaître la partie du monde que je suis. Et puis, c'est aussi le seul endroit à partir duquel je peux agir pour aller ailleurs. Et donc, si je ne prends pas soin de ça, comment vais-je prendre soin d'ailleurs ? Ça rejoint science et spiritualité, puisque les études scientifiques disent toutes que les gens les plus heureux sont plus généreux, mais que les gens les plus généreux sont aussi plus heureux. Donc, il y a aussi cette réconciliation. La science dit la même chose. Donc, si je vous entends bien, l'égoïsme rend triste, et la générosité, l'altruisme rend heureux. Complètement. Ça a été prouvé scientifiquement. Ah oui, ça a été prouvé scientifiquement et de nombreuses études l'ont montré. Alors, est-ce pour ça qu'on va agir pour faire le bien des autres ? Peut-être pas, mais c'est déjà au moins un bon argument. Prenez soin des autres, ça vous rendra plus heureuse et plus heureux. Donc, si vous êtes une égoïste intelligente, commencez par prendre soin des autres. Donc, ça me semble être quelque chose d'essentiel. Et puis, il y a un des endroits qui amène à prendre soin des autres, de la planète et du monde, pour moi, c'est cette prise de conscience de la non-séparation. Mais vraiment, une vraie prise de conscience. Si on prend conscience qu'on est tous et toutes liés, on habite sur la même planète, c'est pas théorique, là, c'est notre maison commune. Bien sûr qu'on peut se dire, j'habite aux étages supérieurs, là où ça va mieux. Si ça brûle en bas, chez mes frères et sœurs de l'autre côté de la planète, c'est pas grave. Mais un jour, ça brûlera aussi chez moi. C'est mes fesses qui vont rôtir. Et donc, lorsque je prends conscience que tout est lié, que mon sort, celui des autres sont liés, que le mien, celui des autres humains, des animaux, des végétaux sont liés aussi. On le voit avec l'écologie aujourd'hui. Voilà. Quelque part, ça peut peut-être amener une forme de transformation où je considère le monde davantage comme des êtres, donc des entités vivantes, le monde entier, que comme des choses. Et donc, en le faisant, on prend soin naturellement. Alors, ma relation aux autres et à la planète, c'est une relation de voisinage. Comment j'entre en relation ? Alors, le voisinage est parfois compliqué, c'est vrai. Donc, tout n'est pas rose dans des voisinages. Mais c'est très différent que d'être dans un monde à exploiter. Et en ça, je crois qu'aller visiter le jardin intérieur est essentiel. Si je ne sais pas, si je veux nourrir mon voisin ou ma voisine, et que j'ai un potager, il faudrait savoir que le potager existe. Cette invitation de toutes les traditions à l'explorer, cet endroit intérieur. Il faut que j'aille semer quelque chose, que je sache ce que j'ai envie de voir pousser, grandir. Et puis il faudrait que j'y aille tous les jours. Si je vais dans mon jardin, que je vais y jeter une poignée de graines un jour, et je reviens 6 mois après en me disant « mais c'est pas juste, chez moi il n'y a rien », ça n'a pas beaucoup de sens. Et je crois qu'il faut, pour la plupart d'entre nous, beaucoup plus d'énergie pour aller d'abord rencontrer une première fois ce jardin, aller comprendre comment la terre fonctionne, aller cultiver. Une fois que je le connais bien, je crois que si j'y vais tous les jours un petit peu, ça suffit. Mais ce qui est compliqué parfois, c'est simplement de le découvrir et puis d'aller voir l'état dans lequel il est. Tout le monde n'a pas une terre dans le même état. Certains ont reçu beaucoup de cailloux comme moi, puis il faut du temps pour dépierrer. Mais un jour, il y a toujours quelque chose qui fleurit. Ilios Koutsos, j'aimerais qu'on parle un instant de ce nouveau livre, Les folles histoires du sage Nasreddin, que vous venez de publier avec Mathieu Ricard aux éditions de l'Iconoclaste. Vous nous disiez à quel point les histoires, en fait, dans votre propre histoire personnelle, vous avez aidé. C'est pour ça que vous choisissez de partager ces petites histoires très particulières de Nasreddin. Alors déjà, présentez-nous rapidement qui est Nasreddin. Nasreddin est un personnage de l'Orient arabo-musulman, même si ces histoires, on les raconte de la Turquie à l'Inde, avec des noms un peu différents. Mais plutôt dans le monde islamique. Plutôt dans le monde islamique. Et 13e siècle, on dit qu'il est de Konya, la même région qui a vu naître Rumi, le poète soufi qui me touche aussi tellement. Et au-delà du personnage historique, Nasreddin, c'est vraiment l'incarnation de la pensée impertinente, libre. Le sage fou, comme on dit. Le sage fou, exactement. Et une sagesse, en fait, qui traverse les époques, et qui traverse les lieux aussi. Une sagesse incroyable. Et je crois que cette sagesse, elle est intemporelle et universelle, parce que dans ces histoires, on pose des questions que les femmes et les hommes se sont posées depuis toujours. Et surtout, on n'y donne pas une réponse. On ne dit pas aux personnes comment faire et quoi faire, mais on ouvre le champ de la question. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'antidogmatisme. C'est l'anti-mauvais manuel de développement personnel qui donne une petite recette pour chaque situation. Il n'y a pas de recette là-dedans. Mais en quoi est-il universel ? Parce qu'on peut se demander en quoi un moine bouddhiste et un docteur en psychologie peuvent s'intéresser à ces histoires musulmanes, vu de l'extérieur. Alors le mode de sagesse de Nasreddin, il est incroyable. C'est une sagesse vraiment très populaire. C'est une sagesse du bon sens. C'est une sagesse où lui-même est souvent l'objet de ses propres... Il se moque des petits et grands travers des humains, mais souvent il est lui-même l'objet de ses propres farces. Il se moque de lui-même aussi. Il est souvent de mauvaise foi et ainsi de suite. Et donc, en cela, et une sagesse
une vraie sagesse, une sagesse qui s'adapte aux conditions changeantes de l'existence. Le monde change tout le temps. Lorsque nous sommes dogmatiques, à un moment, nous serons en porte-à-faux. Ici, la sagesse de Nasreddin, c'est vraiment nous amener toujours à un questionnement un peu étonnant, à un paradoxe et à un rire assez libérateur. Et les questions qu'il se posait au XIIIe siècle, par exemple, peut-on vivre sous le regard des autres? Ou quel est le prix à payer pour le matérialisme? Est-il important d'avoir une justice sociale? Ce sont les mêmes questions que les femmes et les hommes se posent. Je vais juste en en lire France aujourd'hui. Une toute petite, si vous Oui, permettez, bien Ilios sûr. Kotsou. La petite est la grande fin du monde. Quelqu'un vient voir Nasreddin et lui pose cette question. Nasreddin, sais-tu quand viendra la fin du monde? Laquelle? Que veux-tu dire? Combien y en a-t-il? 2. La grande et la petite. Si toi ou un de mes amis venait à mourir, ce serait la petite fin du monde. Mais si c'est moi qui meurs, alors c'est la grande fin du monde. L'humour de génial, Nasreddin. non? Et Nasreddin peut pointer un piège comme l'égocentrisme sans devoir nous faire beaucoup de leçons. Et on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais un conte de Nasreddin, il vaut 1000 discours dogmatiques. Et c'est surtout, je crois aussi, une invitation à changer de regard et à nous dire que nos points de vue qu'on prend souvent pour vérité, c'est uniquement la vue qu'on a à partir d'un certain point très réduit. Et heureusement, dès que l'on bouge, la vue change. C'est cette invitation-là à changer. Une des histoires que j'aime beaucoup, toute simple et très courte, Nasreddin rentre dans la grande rue du village. Il est sur son âne et tourné vers l'arrière de l'animal. Et alors, tout le monde rigole, on se moque de lui, les enfants le suivent. Et à un moment, quelqu'un l'interpelle et lui dit « Mais Nasreddin, ne vois-tu pas que tu chevauches ton âne à l'envers ?» Nasreddin lui répond « Mais qu'est-ce qui te dit que c'est moi et pas mon âne qui est à l'envers ?» Humour et spiritualité vont de pair, pas Oui, seulement avec Nasreddin. Il faut crois. savoir rire et rire de la vie aussi. Rire de soi, rire de la vie. Et puis, dans cette forme de grand rire libérateur, trouver un peu de distance. C'est un peu une manière de se désembuer le cerveau. Et quand on se désembue de nos croyances, de nos dogmes, de nos histoires, de notre passé parfois, on peut voir le monde de manière un peu plus claire. Et un esprit plus clair répond peut-être de manière plus juste aux défis de l'existence. Et puis il savoure peut-être un peu mieux aussi les joies de l'existence. Ilios Kotsou, pour terminer, qu'est-ce qui donne le plus de sens à votre vie aujourd'hui? Les liens. je pense à la vie avec notre fille, qui est pour moi un enseignement incroyable. Et avec ma compagne, parce que ce que la relation avec ma fille m'enseigne, c'est à quel point encore je suis un être humain handicapé dans ce que je pourrais apporter au monde. Puisqu'avec elle, je suis sans barrière, en fait. Donc je ne prends pas les choses personnellement, je peux accepter tout et avoir des comportements justes. Et je me rends compte à quel point, avec les grandes personnes, souvent, c'est quelque chose encore que je ne fais pas. Et donc ça me montre le potentiel qu'il y a de joie, de générosité, et que j'ai encore beaucoup à travailler. Merci beaucoup. J'ai été vraiment ravi de vous rencontrer, Ilios Kotsou. Je renvoie à ce livre que vous publiez avec Mathieu Ricard, Les folles histoires du sage Nasreddin. Et puis, sur votre site internet, on trouvera beaucoup d'informations sur ce que vous faites, vos travaux, vos conférences. Merci. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.